SMA et après on va faire un exercice sur les agents mobiles. Mais ça va être un exercice SMA, agent mobile. Voilà. Donc on va commencer directement SMA. Et pour l'exercice de la planification que je vous ai donné la fois passée, bon, je vous envoie le corrigé. Rappelez-moi seulement de vous envoyer, parce qu'on s'est étalé assez sur la planification, donc on va commencer directement par le chapitre système multi-agent. Donc je vais vous partager. Voilà, donc pour les systèmes multi-agents, alors, bon, on a parlé des agents pris indépendamment, c'est-à-dire des agents dans un environnement. Et nous avons parlé des différents types d'agents. Je reviens, pardon. Nous avons parlé des différents types d'agents. Nous avons parlé des 4 types que sont le simple réflexe, le à état, à but, à utilité et aussi les agents apprenants. Nous avons parlé d'une autre classification qui est la classification catégorie agent réactif, agent cognitif. Maintenant, tous ces agents-là, tous ces différents types, on peut les utiliser dans un même système. Pas tous, mais on peut prendre par exemple un système qui contient des agents réactifs, qui contient des simples réflexes, qui contient des agents à but. On peut avoir un système qui contient que des agents apprenants, on peut avoir des agents seulement des agents réactifs, comme on peut avoir un système seulement avec des agents cognitifs. Donc on peut mélanger, c'est-à-dire on peut prendre, tout dépend de l'application qu'on veut développer en utilisant les systèmes multi-agents. Alors pourquoi recourir au système multi-agent? Pourquoi on pense à utiliser un système multi-agent, sachant qu'un système multi-agent, ce n'est pas un système à plusieurs agents. Hein? C'est-à-dire dans le sens qu'on peut utiliser un système qui contient plusieurs agents, mais ce n'est pas un système multi-agent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune interaction entre ces agents-là. C'est-à-dire chaque agent, il a une tâche, il l'a fait, indépendamment des autres agents. Il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de coopération, il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de négociation entre les agents. Donc, on peut avoir un système à plusieurs agents, qui a plusieurs agents, mais on ne peut pas l'appeler système multi-agent. Donc, pour que ça soit un système multi-agent, donc je souligne ceci. Donc, pour dire que nous avons un système multi-agent, il faut que ça soit un ensemble d'agents, bien sûr. L'ensemble peut être réduit ou grand, donc on peut avoir un très grand nombre d'agents. Quand on utilise par exemple les agents réactifs, on peut utiliser des milliers d'agents qui évoluent dans le système, surtout pour les systèmes de simulation. Comme on peut avoir un système qui contient 4 ou 5 agents, par exemple 3 agents. Mais l'essentiel pour que ça soit système multi-agent, il faut qu'il y ait cette interaction entre les agents. Donc ça, c'est un agent. C'est un agent. Donc il faut qu'il y ait une composante d'interaction avec les autres agents. Il y a une interaction. Dans un but, il y a 2 principaux buts. Soit dans un but c'est-à-dire non, à travers plutôt, pas but, à travers la coopération, c'est-à-dire ils coopèrent, ou bien à travers la compétition. Il y a une compétition entre les agents. Ils ne coopèrent pas, mais il y a une compétition. Donc ici, pour la coopération, l'objectif, c'est de travailler en coopération, ensemble, pour aboutir à un but commun. Un but commun, ou plusieurs buts, mais communs, puisqu'ils coopèrent. Alors que la compétition, chaque agent, il a son propre but. Mais ils évoluent dans un même système et il y a de l'interaction, que ce soit une interaction directe ou indirecte, l'essentiel, il y a cette interaction. C'est dans ce cadre qu'on parle de système multi-agent. Donc un système multi-agent, c'est un système qui est distribué, bien sûr. Donc nous avons un agent, un autre agent et un autre agent, et qui interagissent à travers l'environnement ou avec des interactions directes. C'est-à-dire on peut avoir ceci, on peut avoir ceci, comme ça, directement.
des interactions entre agents directs. Voilà, donc ça c'est concernant la définition d'un système multi-agent. Maintenant pour les utilisations, elles sont diverses. Il n'y a pas de limite, c'est-à-dire si on a besoin de résoudre un problème en utilisant des agents qui interagissent soit dans le cadre de coopération ou de compétition, on utilise les systèmes multi-agents. Donc, il n'y a pas de limite concernant les applications, mais selon le problème qu'on veut résoudre. C'est lié au problème. Alors, on peut utiliser, par exemple, les systèmes multi-agents pour des problèmes de nature distribuée. Ça veut dire quoi, nature distribuée? Le système lui-même, il est distribué. C'est-à-dire le système. Par exemple, un système de contrôle aérien. C'est un système distribué. Et géographique, ici, c'est géographique, c'est une distribution géographique. C'est-à-dire que nous avons l'ensemble des avions, par exemple, nous avons l'aéroport, l'ensemble des aéroports. Donc, nous avons un aéroport ici, et chaque aéroport, peut-être nous avons au niveau de la tour de contrôle quelque chose qui se passe, au niveau de l'aéroport lui-même pour la réception, etc., quelque chose qui se passe, etc., pour les réservations, etc. Donc, c'est un système qui est de nature distribuée, sans les systèmes multi-agents. C'est un système qui est distribué géographiquement, donc on peut utiliser un système multi-agent qui permet de contrôler tout ceci, c'est-à-dire contrôler l'ensemble c'est-à-dire des avions et aussi tout ce qui est lié aux aéroports. Donc ça, c'est un système de contrôle, c'est un système distribué géographiquement. Voilà. Un autre type de distribution, c'est la distribution fonctionnelle. C'est comme pour les entreprises. C'est-à-dire dans une entreprise, nous avons le service facturation. Nous avons le service commercial, nous avons le service finance comptabilité, nous avons le service tout ce qui est administratif, nous avons le service marketing, etc. Nous avons au niveau de la production le service ingénierie, etc., etc. Et ici, par exemple, packaging, c'est l'emballage, le service emballage des produits fabriqués, par exemple. Donc, nous avons un certain nombre de services et on peut développer dans ce cas-là un système multi-agent qui va aider bien sûr le système multi-agent, il ne va pas remplacer les êtres humains, c'est-à-dire les fonctionnaires, etc., mais il va aider dans la gestion coordonnée de l'ensemble de l'entreprise. C'est-à-dire on peut par exemple ici développer un agent qui permet de gérer tout ce qui est la comptabilité, un agent qui permet le marketing, et après un agent pour la paie, par exemple, la paie, tout ce qui est gestion de la paie. Et après, puisque la gestion de la paie, la paie du personnel, elle est liée, la paie, elle est liée par exemple, au service comptabilité. Donc, on peut faire directement quand il y a la paie qui est envoyée, qui est virée, on envoie directement les états à travers les agents. Au lieu d'envoyer, par exemple, de la paperasse, voilà, on a fait le virement de la paie, après on envoie tout ce qui a été viré pour chaque employé, etc. On peut envoyer ceci à travers les agents. On automatise les traitements de gestion fonctionnelle au niveau d'une entreprise. On peut faire ceci, développer un système multi-agent. Chaque agent, il a une certaine fonction précise, mais il y a une certaine... Alors ici, est-ce qu'on est dans un cadre de coopération ou bien de négociation? Quand on fait, par exemple, un agent qui est chargé de la paie, un agent qui est chargé de la comptabilité, un agent qui est chargé du marketing, un agent qui est chargé de la facturation, et ainsi de suite, du commercial. Commercial, ça veut dire la vente et l'achat. Hein. Et la vente et l'achat, elle est liée à la facturation. C'est-à-dire quand je vends quelque chose, je dois établir une facture. Hein. Donc, ici, est-ce que c'est de la coopération qu'on est en train de faire ou bien c'est de la compétition? Coopération. Vous suivez? Oui? Coopération. C'est de la coopération. Voilà, on est dans un cadre de coopération. Voilà. Donc, on peut développer un système où on peut utiliser plutôt un système multi-agent pour gérer un problème qui est distribué, parce que c'est un problème qui est distribué, mais c'est une distribution fonctionnelle, c'est-à-dire nous avons différentes fonctions, packaging, etc.
Donc, on peut faire ceci, utiliser un système multi-agent qui permet de gérer ceci. Aussi, on peut avoir un autre type de distribution, c'est la distribution des connaissances ou des données ou bien des documents. Euh, C'est des connaissances. Donc ici, ce n'est pas, c'est-à-dire, ce n'est pas les fonctions qui sont distribuées, mais c'est les données. Par exemple, ici, regardez ici, nous avons une base de données, une, autre base de données, deux, une autre base de données, et ainsi de suite. Nous avons plusieurs bases de. Et quand je dis base de données, ça va être une base de données relationnelle, comme ça peut être une base de documentaire, pas forcément relationnelle. Ça peut être des bases big data, c'est-à-dire des datasets, etc. Donc, peu importe la source des données. Mais l'essentiel, c'est que je veux, par exemple, développer un système qui me permet de faire des requêtes de recherche. Je fais une recherche dans différentes bases de données, que ça soit documentaire, relationnel, peu importe la source de données. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On développe ce système pour pouvoir accéder à ces différentes bases. Bien sûr, on fait une requête. Avant, on fait une requête de recherche. Donc, nous avons une interface de recherche. Après, nous avons par exemple des agents intermédiaires qui permettent de collecter la requête et par la suite envoyer la requête à l'ensemble des sources de données, que ce soit base de données relationnelles, documentaires ou autres. Ça peut être même big data. Donc, on va envoyer cette requête-là à un ensemble d'agents. Chaque agent, alors ici, Search Agent 1, ça veut dire que c'est l'agent qui permet de rechercher dans la source, la base 1. Le deuxième agent, il permet de faire il a le droit d'accéder et de rechercher dans une autre source. Alors, ces sources-là, elles peuvent être aussi distribuées géographiquement, comme elles peuvent être, c'est-à-dire dans un même data center, par exemple. Donc, pas forcément distribuées géographiquement, mais l'essentiel, les sources de données sont distribuées. C'est-à-dire, nous avons différentes bases de données, différentes. Donc, ça, c'est un autre type d'application et de distribution. C'est la distribution, mais c'est au niveau des données ou bien des connaissances, peu importe ce qu'on a comme données, bien sûr, comme information. Vous voyez cet exemple? Alors ici, par exemple, là, ici, ça peut être par exemple une source dans une entreprise qui est à Alger. Ici, ça peut être une autre source, mais qui est à Oran, par exemple. Ça peut être complètement géographique. Comme ça peut être plusieurs sources, mais dans un même endroit, par exemple, un data center. Donc, nous avons un data center qui contient un système où nous avons plusieurs sources de données différentes, complètement différentes, mais dans lesquelles on peut faire des recherches. On envoie des recherches. Alors, comme ça, on va gagner, c'est-à-dire on va spécialiser nos agents. Donc, on aura un agent qui a le droit d'accéder à cette source-là, de faire la requête, de ramener l'information. Une fois qu'on aura les informations, donc on va faire par exemple, la requête, ça va être quoi? Ça va être un ensemble de mots-clés finalement, la requête de l'utilisateur. Ça va être un ensemble de mots-clés. Donc, on va envoyer ces mots-clés de recherche. Donc, c'est possible que quand j'envoie ma requête, bien sûr, je vais envoyer ma requête à l'ensemble des sources. Hein. Alors, soit cet agent-là, l'agent qui va envoyer qui va envoyer, par exemple, les requêtes aux différents agents. Alors, soit il fait une sélection, Par exemple, il va se dire, c'est-à-dire l'agent broker, par exemple, il va se dire que, par exemple, l'utilisateur, il est en train de rechercher, par exemple, donnez-moi un exemple de requête. Une requête avec 2 ou 3 mots-clés. Donnez-moi un exemple. Je ne sais pas, par exemple, il recherche dans le domaine médical. Donc, par exemple, il fait cardiologie, après il fait diabète, après il fait tension, par exemple. Hein, je ne sais pas, 3 mots-clés. Alors ici, donc, nous avons une base de données liée à tout ce qui est documentation concernant la cardiologie seulement. Ici, nous avons un autre, par exemple, tout ce qui est tension artérielle, etc. Ça, c'est juste un exemple. Hein. Donc, le broker, il peut faire, par exemple, cette requête, il va l'analyser et envoyer tout ce qui est mots-clés liés à cardiologie à ce système, cet agent-là,
il va faire la recherche. Celui-là, il va faire la recherche, ainsi de suite. Et, le troisième, il va faire la recherche selon les mots-clés qui lui ont été envoyés. Et après, on aura à revenir, faire la fusion des résultats et présenter le résultat à l'utilisateur. Comme on peut faire autrement, c'est-à-dire envoyer toute la requête à l'ensemble des agents de recherche, à l'ensemble et chaque agent, il va faire la recherche à son niveau. Donc ici, quand l'agent va faire la recherche à son niveau, c'est possible qu'il trouve un document, c'est possible qu'il ne trouve rien, par exemple. Ici, par exemple, c'est possible qu'il trouve plusieurs documents. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire tout dépend de la source de la base. Qu'est-ce qu'elle contient comme document, ou qu'est-ce qu'elle contient comme données, etc. Donc c'est possible que le premier, il va trouver un seul document lié à la requête, alors que le deuxième, il va trouver par exemple 20 documents liés à la même requête. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Vous suivez? Voilà. Mais, 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 c'est possible que le document qu'on a trouvé dans la première source est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus pertinent par rapport à la requête que les 20 qu'on a trouvés dans la deuxième source. Vous êtes d'accord aussi pour ce point? Oui. J'ai dit que c'est possible. Bon, je vais effacer parce que ça devient illisible. Alors, j'ai dit, il y a une personne, un utilisateur qui va lancer sa requête, et nous avons dit la requête d'un utilisateur, finalement, c'est un ensemble de mots-clés. C'est un ensemble de mots-clés. C'est une phrase, mais en vérité, c'est un ensemble de mots-clés. On envoie, ici, search page, ça peut être un moteur de recherche, mais dans des sources de données bien précises. Alors, le broker, il va recevoir la requête, il va l'envoyer à l'ensemble des agents de recherche, et chaque agent est spécialisé dans une source donnée. Voilà. Donc, quand on envoie la requête, ici, c'est possible que l'utilisateur, il va trouver, l'agent de recherche, il va trouver un seul document lié à la requête. Il va se trouver un seul. Alors que le deuxième agent, Search 2, il va trouver 20 documents liés à la requête. 20 documents dans la source qui parle par exemple, il a envoyé la requête, ici il a trouvé, je ne sais pas, un document qui parle de cardiologie, tension, etc., artérielle, et l'autre aussi, il a trouvé 20 documents en cardiologie, tension artérielle, mais c'est possible que le document qu'on a trouvé dans cette source, la première source, un seul document, est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus pertinent que les 20 qu'on a trouvés ici. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Oui, voilà. Donc c'est pour ça que quand on utilise un système multi-agent, il ne suffit pas d'envoyer la requête et de ramener les résultats comme ça, comme ça. Il faudrait faire un petit traitement au retour. C'est-à-dire quand je reviens ici, par exemple, c'est l'agent qui va recevoir les réponses, c'est-à-dire il va recevoir. Donc cet agent-là, il va faire un petit traitement qui permet c'est-à-dire par exemple, de trier les résultats, trier par pertinence. Donc il va utiliser une certaine mesure. Il y a plusieurs mesures qu'on peut utiliser surtout pour la recherche dans des documents. Est-ce que ce document est plus pertinent qu'un autre? Donc, il peut faire et après envoyer le résultat trié. Donc, c'est possible que celui-là qui va être affiché le premier dans la liste, après, on aura seulement 5, les plus pertinents des 20 qui seront affichés vers l'utilisateur final. Donc, on peut utiliser un système multi-agent qui va faire une recherche, disons, assez intelligente. Parce qu'il va faire la recherche et après, il va mesurer la pertinence du document trouvé. Il ne va pas l'envoyer comme ça en vrac. C'est clair pour ce type d'application, par exemple, quand on a une distribution de connaissances. Voilà. On peut avoir une autre distribution, c'est dans les systèmes, les machines parallèles, c'est-à-dire les systèmes, les grids, voilà, les grilles, donc les systèmes parallèles. Alors pour les systèmes parallèles, c'est une distribution informatique dans les grandes machines, les grilles. Alors ici, on a trois types.
les plus connus. Nous avons le MISD, nous avons le SIMD et nous avons les MIMD. Alors, quelle est la différence? Le premier, c'est Multiple Instruction, Single Data. Single data. Que veut dire ceci? Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs instructions. Nous avons ici Process Unit 1, ça veut dire que c'est comme si nous avons un ordinateur ici et nous avons un autre ordinateur ici. Process Unit, c'est des machines parallèles, donc ils travaillent en parallèle. Alors ici, on peut avoir une seule donnée qui va rentrer ici et qui va rentrer ici. Donc single data, une seule donnée. C'est-à-dire que quand on fait les traitements, c'est des traitements parallèles. Donc, on lance plusieurs machines qui vont faire des traitements parallèles, mais nous avons différents types. Soit on envoie la même donnée pour les différentes machines que nous avons. Par exemple, ici, nous avons deux machines qui travaillent en parallèle. On leur envoie la même donnée, mais avec des instructions différentes. Voilà. Avec des instructions. Donc, une instruction, elle va être envoyée ici, et une autre instruction, elle va être envoyée ici. Donc, c'est un type de parallélisme qu'on peut appliquer entre deux machines. Voilà. Single data, ça veut dire une seule donnée qui va être distribuée vers les deux unités ou bien vers les deux ordinateurs, mais avec des instructions multiples, multiple instructions. Donc, ça, c'est un cas particulier de parallélisme entre machines. On peut avoir le deuxième type qui est SIMD. Alors, ici, SIMD, ça veut dire Single Instruction. Donc, une seule instruction qui va être envoyée vers l'ensemble des unités, vers l'ensemble des ordinateurs qui sont mis en parallèle, et avec multiple data, ça veut dire avec des données différentes. Donc, on va envoyer une donnée à la première unité, une autre donnée à la deuxième unité, une autre donnée à la troisième unité, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un autre type de parallélisme. Le troisième type, c'est que nous avons différentes données, multiple instructions data. Ça veut dire que finalement, ici, nous avons la donnée qui va rentrer dans le premier ici, ce n'est pas la même que la donnée qui va rentrer ici. La même chose ici, la donnée qui va rentrer ici, ce n'est pas la même que la donnée qui va rentrer ici. Et ainsi de suite, donc des données complètement différentes. Et les instructions, la même chose. L'instruction qui va rentrer ici, ce n'est pas la même que l'instruction qui va rentrer ici. L'instruction qui va rentrer ici, donc ici, déjà ici, donc on peut avoir la même, ici, c'est la même instruction qui va être exécutée ici, et après une autre instruction qui va être exécutée ici. Ça reste toujours multiple instructions. C'est clair? Mais ici, bon, c'est les principales architectures de systèmes parallèles. On peut avoir d'autres, on est libre. L'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec ce système-là. Qu'est-ce qu'on veut faire comme parallélisme? Qu'est-ce qu'on veut gagner? Voilà. Est-ce qu'on veut faire plusieurs tâches avec des données différentes? Par exemple, on veut faire des simulations. On veut faire des simulations. Donc ici, par exemple, on peut faire le même traitement, donc la même instruction, on l'envoie, on peut choisir celle-là, par exemple. La même instruction, on l'envoie à l'ensemble des unités et après, on la teste avec différentes données. Chaque machine, elle va tester la même instruction avec différentes données. Donc, tout dépend de ce qu'on veut faire dans les systèmes parallèles. Mais on trouve principalement ces trois architectures de systèmes parallèles. C'est clair? Et c'est de la distribution. Alors, ici, on peut utiliser un système multi-agent. C'est-à-dire un agent qui est en train de travailler ici, et un autre agent qui est en train de travailler ici, avec les mêmes données. Par exemple, ici, c'est la même donnée qu'il reçoit ici. La même chose ici. Donc, on peut utiliser les systèmes multi-agents pour faire fonctionner des machines parallèles. C'est clair? Est-ce que c'est clair pour ces motifs, pour les problèmes de nature distribuée, pour lesquels on peut utiliser des systèmes multi-agents? Et nous avons différents types de distribution. Ça peut être géographique, fonctionnel, ça peut être fonctionnel, ça peut être une distribution des connaissances ou bien des données, et ça peut être vraiment une distribution des machines, dans ce cas-là, des ordinateurs. Oui? Voilà. Donc, on avance. Alors, on peut, c'est la deuxième motivation, c'est qu'on peut utiliser les systèmes multi-agents pour des problèmes complexes.
c'est-à-dire vraiment complexe et qui contient plusieurs composants, euh, plusieurs traitements, des traitements différents, mais il y a une certaine interaction entre ces différents traitements, il y a une certaine synchronisation, une certaine coordination, etc. Donc, on peut utiliser les systèmes multi-agents. Et c'est utilisé. Par exemple, pour les smart grids. Les smart grids, c'est les réseaux électriques intelligents. Alors, il y a des villes qui utilisent ceci, utilisent des réseaux électriques intelligents, des villes qui fonctionnent avec des systèmes multi-agents dans le réseau électrique, la distribution, que ce soit la production, par exemple, production de l'électricité, la distribution de l'électricité, la consommation de l'électricité, et ainsi de suite. Dans tous les, même ici, on voit l'énergie électrique solaire, etc. Donc ici, toutes les parties d'un système de production, consommation, distribution d'électricité, on peut les faire contrôler, les faire fonctionner, tout ce système de façon intelligente pour qu'il n'y ait pas de perte, pour qu'il n'y ait pas de coupure, pour qu'il n'y ait pas de problème de synchronisation, etc. On peut utiliser une couche derrière d'un système multi-agent qui permet de contrôler tout ce système de production jusqu'à la consommation finale de l'électricité. On peut utiliser une couche. Donc ici, le système, il est complexe parce qu'il y a plusieurs parties dans ce système. Il y a toutes les parties qui produisent de l'électricité, comme ici et ici. Il y a des parties pour, même ici. Donc ça, c'est de la production, le vent, production électrique. Ici, c'est la distribution, tout ce qui est poteau électrique, etc., c'est la distribution. Et ici, c'est la consommation de l'électricité. Donc, tout ce système de distribution, de consommation électrique, on peut faire une coordination entre tout ceci, tous ces points, à travers un système multi-agent, et il permet de contrôler de façon intelligente tout ce système pour qu'il n'y ait pas de coupure, pour qu'il n'y ait pas de surplus qui sera perdu, pour qu'il n'y ait pas de perte d'énergie, etc. On peut utiliser un système derrière. Voilà. Donc, le système qui permet, donc on peut avoir un master agent, c'est-à-dire un agent central, qui permet de contrôler chaque agent, qu'est-ce qu'il va faire, par exemple. Donc, ici, c'est une architecture centralisée, mais elle peut être complètement décentralisée, peu importe. Hein. Donc, ça peut être décentralisé. Et chaque agent est spécialisé, par exemple, des agents spécialisés dans les points de production d'électricité, les autres pour la distribution, et il faut qu'il y ait un certain contrôle intelligent derrière. Et par la suite, bien sûr, SDN, ça, c'est la couche de contrôle de tout ce qui est routeur dans le réseau, etc. Parce que c'est tout un réseau. Donc, on peut avoir un contrôle technique, donc une couche pour le contrôle technique, mais une autre couche contrôle software, c'est-à-dire vraiment logiciel, un contrôle logiciel de l'ensemble du système. Donc, ça, c'est un système qui est complexe quand même. Alors, on peut recourir au système multi-agent pour nous aider à contrôler tout ce système. C'est clair pour cet exemple, c'est un exemple seulement. Oui. Alors, l'autre exemple, on avait déjà parlé de ça, je pense, quand on a fait les systèmes experts, nous avons dit qu'on peut avoir plusieurs expertises. C'est-à-dire, j'ai un système expert. Par exemple, spécialisé, par exemple, tout ce qui est pédiatrie. C'est comme un médecin qui nous aide, hein, le système expert. Par exemple, dans le domaine médical, un système spécialisé pédiatrique. Maintenant, on peut avoir un système qui permet c'est-à-dire un système composé de plusieurs expertises. C'est-à-dire, nous avons les symptômes du malade. On introduit nos symptômes qui sont la base. Finalement, les symptômes, ça va être la base de faits. On introduit nos faits ici, etc. Et après, par la suite, nous avons un ensemble de systèmes experts. Donc, nous avons le premier système expert spécialisé pédiatrie, deuxième système expert spécialisé cardiologie, un troisième système expert spécialisé dans autre chose. Et après, quand on lui envoie les bases de faits, on va envoyer ici, on va faire nos inférences dans ce système, avec la base de faits, et on peut sortir avec des résultats plus pertinents que si on avait utilisé seulement un seul système.
Donc, on utilise plusieurs expertises pour avoir un résultat plus cohérent et qui va guider encore mieux l'utilisateur du système expert. Donc, ça, c'est un exemple de système multi-agent qui peut être utilisé pour exploiter plusieurs expertises. C'est-à-dire, nous avons plusieurs expertises, alors on peut utiliser cette expertise par un agent, donc c'est-à-dire encapsulée. La première expertise encapsulée par un agent, donc c'est l'agent qui est chargé d'une certaine expertise, un autre agent, une autre expertise avec ses bases de connaissances, etc. Un autre agent et après on aura un autre agent de coordinateur qui va coordonner l'ensemble. Et bien sûr, la même chose, c'est comme pour quand on a vu l'exemple de la recherche d'informations, bien sûr, on aura un résultat qui vient d'ici, un résultat qui vient d'ici. Après, on peut faire une analyse ici à ce niveau pour les différents résultats. Avec avec, par exemple, si on travaille avec un système expert avec ce qu'on appelle les probabilités, avec les degrés de certitude. C'est-à-dire, il a telle maladie avec un tel degré. On peut utiliser un système expert avec des degrés de certitude, avec des probabilités. C'est-à-dire dire que, voilà, le malade avec ses symptômes, il a un pourcentage de 70% qu'il a telle maladie, par exemple. Qu'il a telle maladie. Donc, ici, ce système, cet agent qui va recevoir les différentes propositions, les différentes inférences finalement, il va faire une analyse sur les résultats obtenus et présenter les résultats pertinents, ou les résultats pertinents à l'utilisateur. Donc, on peut recourir au système multi-agent dans le cas où nous avons plusieurs expertises. Bon, ici, par exemple, ici, ça c'est un exemple, c'est pour l'analyse de la voix, etc., du son, et l'analyse de tout ce qui est donc acoustique, c'est l'analyse du son, facial, donc c'est le visage, analyser le visage de, 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 de la personne. Et après, donc, nous avons un système expert qui va faire le Myoelectric Speech Expert, c'est-à-dire un système expert qui analyse les mouvements du visage, des muscles, etc. Et l'autre qui va analyser tout ce qui est son, tout ce qui est voix, etc. Et par la suite, il va sortir avec un résultat pour analyser, voilà, pour dire, voilà, cette personne, elle est en train de dire fine, par exemple. Là. Elle est en train de... Donc, on peut faire un système expert qui est en train d'analyser la voix, c'est-à-dire le speech, la parole, mais sur deux aspects. L'aspect, tout ce qui est mouvement des muscles au niveau du visage, et un autre aspect, tout ce qui est son, analyser le son. Et par ce sous-système, il peut sortir avec le résultat. Qu'est-ce que cette personne est en train de dire? C'est clair pour cet exemple? Oui. Voilà. Alors, une autre motivation, c'est-à-dire un autre motif qui nous pousse, par exemple, à aller vers les systèmes multi-agents, c'est que nous avons, par exemple, dans une entreprise, nous avons d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Surtout les entreprises chez nous, nous avons généralement, bon, il y a ce qu'on appelle les ERP, Enterprise Resource Planning, c'est-à-dire des systèmes qui sont, c'est un logiciel qui permet de gérer tout, gérer la comptabilité. On peut avoir ceci. Il y a les grandes entreprises, elles ont leur ERP, mais il y a des entreprises moyennes, etc. Et elles ont une application qui gère la paie à part. Et ça peut être même une application, pas une application, mais des fichiers Excel, par exemple. Hein. Ça peut être une petite application avec Excel, par exemple. Une autre application au niveau du commercial pour la vente, c'est une autre application développée avec un autre langage et aucun lien avec la première. Et une autre application développée pour finance, c'est achetée chez un fournisseur étranger. Une autre application développée par les ingénieurs de l'entreprise. Donc, vraiment hétérogène, complètement hétérogène, c'est-à-dire complètement différente. Chaque service, il a son application qui a aucune interaction avec les autres applications, aucun lien. Chacun fait son travail avec une petite application comme ça, il obtient des résultats, il imprime les imprimés, tout ce qui est documents, etc. Et il se déplace pour aller vers l'autre service pour lui donner les documents. L'autre, il va prendre les documents, il saisit les informations et il va travailler avec une autre application.
Donc, il n'y a pas de système cohérent pour toute l'entreprise. Alors ici, c'est possible que l'entreprise, au lieu de laisser tomber ses applications, au lieu de laisser tomber et acheter un système ERP qui est coûteux, un système ERP dans une entreprise, ça coûte cher parce qu'ils vont l'acheter chez un grand fournisseur, il y aura des mises à jour, etc. Ça va coûter cher. C'est-à-dire s'ils achètent leur système ERP. Alors, ils peuvent recourir au système multi-agent, c'est-à-dire au lieu d'acheter un ERP qui va nous coûter cher, on peut pas, on n'a pas les moyens pour l'acheter, qu'est-ce qu'on va faire? On va exploiter nos applications telles qu'elles existent et on va leur ajouter des agents, un système multi-agent qui va faire la coopération entre l'ensemble. C'est-à-dire, nous avons l'application initiale, on va lire à partir de cette application, exploiter cette application. C'est l'agent qui va se charger de ça. On va développer un agent pour cette application, un autre agent pour. Et après, tous les agents commencent à interagir entre eux. C'est comme si on a créé un système qui est complètement interagissant, c'est comme si on avait un ERP. Donc ici, on peut recourir au système multi-agent pour créer des liens, avec des systèmes déjà existants, préexistants. Voilà. Et on peut faire même, pas seulement les liens, hein, c'est-à-dire on peut faire créer des workflows. Que veut dire workflow? Par exemple, supposons que par exemple l'application, il a fait la paye, il a fait la paye, donc il a envoyé les virements, etc., etc. Les informations qui ont été faites concernant les virements pour les employés, chaque employé, on lui a viré telle somme, telle paye, ceci va être envoyé vers, par exemple, comptabilité qui va déclencher quelque chose. C'est-à-dire, une fois que ceci va être envoyé à la comptabilité, il va déclencher un certain traitement. Le fait de déclencher automatiquement ce traitement au niveau de la comptabilité, ça va prendre et le budget de fonctionnement, et le budget de production, et le budget. Il y a plusieurs budgets. Il n'y a pas seulement la paye des employés. Il y a tout ce qu'on achète comme matériel, tout ce qu'on maintient. Tout ça, c'est finance, c'est comptabilité au niveau de l'entreprise. Donc, ça va déclencher un traitement particulier au niveau de la finance ou bien au niveau de la comptabilité. Le fait qu'il y a un traitement, une tâche, et bon, supposons qu'ici nous avons la tâche paye, et on a fait virer, par exemple, une opération de virement. Virement veut dire que chaque employé, il aura dans son compte tel, et par la suite, il va à la banque, par exemple. Hein. Supposons qu'entre l'entreprise et la banque, il n'y a pas de lien, mais donc ça va être un fichier qui va être envoyé sur une disquette, sur un flash disk, sur peu importe, ou bien à travers les réseaux de communication. Alors, après, ceci va être envoyé vers le service finance, l'application finance, comptabilité. Il y aura un traitement qui va se déclencher. Ce traitement va déclencher autre chose, un autre traitement au niveau d'un autre service. Ceci, on peut l'appeler, ce n'est pas on peut l'appeler, ceci c'est un workflow, c'est-à-dire c'est un flux de travail. C'est un flux de travail. C'est-à-dire il y a eu un travail au niveau de la paie, après, ça a déclenché un autre travail au niveau de la comptabilité, qui a déclenché un autre travail, je ne sais pas, un autre niveau de l'entreprise. Donc, et c'est possible qu'il y aura un déclenchement de plusieurs en parallèle, par exemple. Supposons que la paie va déclencher ceci. Ensuite, ici, au niveau de la comptabilité, ça va déclencher ceci et ceci, et ainsi de suite. Donc, c'est un workflow, c'est un flux de travail. C'est comme si nous avons un flux comme ça un flux, mais c'est un flux de travail. C'est-à-dire ici, nous avons une tâche qui a déclenché une autre tâche, et cette tâche, elle a déclenché deux autres tâches. C'est un workflow. C'est un processus de travail. C'est clair? Donc, on peut exploiter des systèmes existants pour créer des systèmes coopérants, qui coopèrent entre eux, avec les systèmes existants. C'est-à-dire on a gardé les systèmes, mais on leur a ajouté une couche multi-agent qui permet de faire la coopération entre l'ensemble des systèmes. Et il permet aussi, c'est possible, de créer des workflows au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire
faire les choses automatiquement. Au lieu que la personne qui travaille au niveau du service paye, par exemple, elle va se déplacer vers, supposons que c'est une grande entreprise, ça veut dire elle sera dispersée, même géographiquement, et il va se déplacer vers le service comptabilité qui se trouve à 500 mètres d'ici. Donc, il va avec la paperasse, toute la paperasse, et il vient ici, ou bien avec un fichier, peu importe. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a un déplacement qui se fait. Donc, au lieu que ça soit ça, on peut faire ceci automatiquement au niveau de l'entreprise, un système automatique à travers un système de workflow. C'est-à-dire automatiser ceci, au lieu que ça, il n'y aura plus d'une personne qui va se déplacer, ni même de documents. Donc, on évite la paperasse. Tout ce qui est paperasse, on l'évite. Il y aura automatiquement déclenchement de d'autres processus, d'autres tâches au niveau de l'entreprise dans sa globalité. Est-ce que c'est clair? Et ça peut être interorganisationnel, hein. C'est-à-dire ça peut être pas forcément dans la même entreprise, hein. Ça peut être entre différentes organisations. C'est-à-dire il y a un travail qui se fait au niveau d'une entreprise, par exemple, hein, je ne sais pas, un travail qui se fait au niveau de Sonatrach, par exemple, au niveau de la direction générale. Voilà, il y a un travail qui se fait, mais par la suite, il va envoyer vers les différentes entreprises au niveau de la production. Donc, vraiment géographiquement dispersé, production au Sahara, par exemple. Donc, ici, c'est vraiment entre organisations déclencher quelque chose. Il y a un travail qui a été fait ici et on peut le faire automatiquement, déclencher quelque chose au niveau des autres organisations, des autres entreprises, etc. Sachant que, par exemple, pour Sonatrach, elle a même des filiales, hein. C'est-à-dire vraiment des entreprises. C'est comme si nous avons plusieurs entreprises qui travaillent. Une filiale qui est chargée de la production, une autre filiale pour tout ce qui est production électrique, tout ce qui est gaz, des filiales, etc. Donc, on peut les considérer comme étant plusieurs organisations. Donc, on peut créer un flux interorganisationnel, voilà, en utilisant les systèmes multi-agents, pourquoi pas. Est-ce que c'est clair pour ça? Donc, ça, c'est les motivations. C'est-à-dire pourquoi on utilise ça, c'est des cas d'application. Et c'est intéressant d'utiliser les systèmes multi-agents dans ce type d'application. C'est clair pour les exemples? Voilà, on avance. Alors, on vient à la définition d'un système multi-agent. Alors, pour un système multi-agent, c'est quoi? C'est comme pour l'agent, quand on a défini l'agent seul. Nous avons dit que l'agent, il a une composante de perception, une composante d'action, l'agent, hein, définition de l'agent. C'est un programme logiciel, un robot, l'essentiel qu'il perçoit l'environnement et il agit sur l'environnement. Et bien sûr, il a une unité de traitement, bien sûr, il aura des données, etc. Maintenant, pour le système multi-agent, c'est la même chose. C'est-à-dire, nous avons un ensemble d'agents. Donc, nous avons un agent ici, un autre agent ici, et c'est possible qu'on aura d'autres agents ici. Voilà. Donc, nous avons un ensemble d'agents. Ces agents, ils interagissent entre eux, soit directement, soit indirectement. Alors, que veut dire directement, indirectement? Veut dire s'il y a communication directe entre les agents, comme ça, ici. Donc, ça, c'est une communication directe. Mais c'est possible que ce soit une communication indirecte. Comment? Par exemple, cet agent-là, il fait un certain traitement, il fait une certaine fonction. Alors, il va agir sur l'environnement, sur des objets de l'environnement. Alors, les objets de l'environnement, ça peut être une base de données. Les objets de l'environnement, ça peut être des bases de données. Donc, il va agir sur l'environnement, sur des données. Par exemple, il a fait un certain calcul, et après le résultat, il le stocke ici, dans une base de données. Ensuite, il y a un autre agent qui vient, il a besoin de ces informations, il vient ici, il ramène les informations qui ont été calculées par un autre agent. Donc finalement, il y a de l'interaction entre ces agents, mais c'est une interaction indirecte à travers l'environnement. C'est clair pour ce point? Communication directe. Interaction ou communication, c'est la même chose, hein? C'est-à-dire qu'ils interagissent soit directement, soit indirectement à travers l'environnement. Pour ce point, c'est clair? Je répète, j'ai dit, attendez, je veux effacer. J'ai dit que un système multi-agent,
C'est un ensemble d'agents, voici ça, c'est un exemple. C'est un agent, ça, c'est un deuxième agent. Ça, c'est un deuxième agent. Et on peut avoir un troisième, un quatrième, 1000 agents, peu importe le nombre, tout dépend de ce qu'on veut faire. Hein. Quand on veut faire des systèmes de simulation, généralement, c'est des milliers d'agents. On veut simuler quelque chose qui fonctionne, voilà. Donc, on peut avoir des milliers d'agents. Mais, bon, ici, par exemple, nous avons deux agents. Alors, les agents, soit ils communiquent directement entre eux. C'est comme, par exemple, une personne, elle veut transmettre un message à une autre personne. Elle va l'appeler au téléphone, elle lui dit ce qu'elle a à lui dire. Donc, c'est une communication directe. Elle utilise le téléphone, elle lui parle directement. Soit elle se déplace elle-même vers la personne et elle lui parle. C'est une communication directe, c'est une interaction directe. C'est Mubashir, directement. Maintenant, c'est possible qu'il fait la communication. Il y a une interaction entre les agents, mais c'est une communication ou bien une interaction indirecte. Comment? Par exemple, cet agent-là, il va faire un traitement. Par exemple, calculer les moyennes des étudiants. Et il va le mettre ici. Il va le stocker au niveau de la base. Voilà. Il l'a stocké. Vient un autre agent, par exemple, c'est un agent qui fait des analyses, les taux de réussite, les taux, etc. Donc, il va venir ici, il va ramener les informations des moyennes de tous les étudiants de chaque année. Et après, il va faire ses analyses. Il va voir le taux de réussite chaque année, etc., voir quelles sont les causes, etc. Donc, il va faire une autre analyse. Donc, cet agent, il a une certaine fonction qu'il est en train de faire, et cet agent, il a une autre fonction. Maintenant, le fait que cet agent, il a utilisé les résultats qui ont été mis dans la base de données par cet agent, c'est comme si il y a eu une interaction entre les deux agents. Vous la voyez, mais c'est une interaction indirecte. Vous la voyez? Oui? Voilà. Donc, attendez, je vous entends mal. Je ne sais pas si c'est un problème conservé. J'entends. Ah oui, c'est réduit. Voilà, ok. Je reviens. Donc, j'ai dit qu'un système multi-agent, finalement, c'est un ensemble d'agents, un ensemble d'objets dans l'environnement, c'est des objets passifs. Parce qu'un agent, c'est un agent, il est actif, hein, il fait quelque chose, il est en train de faire quelque chose, il est actif. Alors que ceux-ci, c'est des objets passifs. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire des choses eux-mêmes, décider de faire des choses. C'est cet agent qui va stocker des informations dans ces objets. Voilà. Donc, c'est des objets passifs. Et donc, Ferber, celui-là, Jacques Ferber, en 95, il a fait un livre sur les systèmes multi-agents et ça s'appelle système multi-agent. Donc, c'est un Français. Et il a donné une définition. C'est quoi un agent? C'est quoi? Bien sûr, je vous ai dit, il y a l'école française, il y a l'école américaine aussi. Hein. Les Américains ont travaillé aussi parmi les premiers qui ont travaillé sur les systèmes multi-agents. Alors, celui-là, il a donné sa définition. Alors, il a dit qu'on appelle un système multi-agent un système composé des éléments suivants. Il contient un environnement E. C'est cet espace-là, ça c'est l'environnement. C'est l'environnement qu'on peut mesurer. Il a une métrique. Donc, c'est un environnement. Un ensemble d'objets. Voilà. O, des objets. Celui-là, des objets. Donc, c'est des objets passifs. Un ensemble d'agents. Ceux-là. Donc, si par exemple, pour cet exemple, nous avons cet agent-là et nous avons cet agent-là. Un ensemble de relations, comme ici, nous avons des relations de communication entre agents ou bien des relations de perception, action, perception de l'environnement, action sur l'environnement. Un ensemble d'opérations. C'est qu'est-ce que l'agent peut faire? Qu'est-ce que l'agent peut faire? Il peut percevoir l'environnement, il peut produire de l'information, produire des actions, consommer des informations, lire des informations, transformer. C'est-à-dire, il lit une information, il fait un calcul, il la transforme, il la met dans la base de données. Manipuler des objets, etc., etc.
Donc, toutes les opérations qu'on peut faire, permettant aux agents d'agir, voilà, de percevoir tout ce que l'agent peut faire. Et nous avons des opérateurs chargés de représenter l'application de ces opérations et la réaction du monde à cette tentative de modification que l'on appelle ceci, les lois de l'univers. C'est quoi? C'est les différentes mesures qu'on exploite pour contrôler. Les différentes mesures qu'on exploite pour contrôler les tâches de l'agent, bien sûr, les tâches de l'agent. Donc, on appelle ça les lois de l'univers. C'est quoi c'est tout ce que je peux faire, tout ce que je ne peux pas faire, tout ce que je peux faire avec quel degré. Voilà, il y a des mesures derrière. Donc, je vais vous donner dans la suite un exemple. Et bien sûr, l'agent, chaque agent, il a des ressources, avec lesquelles il est. Qu'est-ce qu'il a? Il a, je ne sais pas, l'agent, il a comme ressource, par exemple, une base de données, des connaissances, une base de règles. Il a à sa disposition une imprimante. Ça devient une ressource pour l'agent. S'il fait des impressions automatiques après traitement, l'imprimante devient une ressource. Il a des connaissances, donc sa base de connaissances, et il a un objectif. Chaque agent, il a son objectif. Et aussi, il a une représentation de l'environnement et de lui-même. De l'environnement et de lui-même. C'est-à-dire, c'est comme pour un étudiant, il a une représentation de l'université. Quand on dit ça, c'est son environnement. Que veut dire ceci? Représentation de l'université. C'est-à-dire qu'il a une idée sur les modules, il a une idée sur je ne sais pas, les coefficients des modules, les contenus des modules, tout ça, il a une idée sur l'environnement. Quelles sont les spécialités, etc. Tout ça, c'est une idée sur l'environnement. Il a une idée sur lui, bien sûr, il sait qu'est-ce qu'il peut faire. Et il a une idée sur les autres environnements, il a une idée sur les autres agents, sur les autres enseignants, sur les autres étudiants, sur l'administration, le personnel de l'administration. Il a une idée sur tout ça. C'est-à-dire, s'il a besoin de son bulletin, il ne va pas s'adresser à l'enseignant. Il va s'adresser directement à l'administration, là où on donne les bulletins, les résultats, etc. Donc, chaque agent, c'est la même chose. Chaque agent, il a une représentation de lui. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il a une idée sur lui, il a une idée sur les autres agents et sur l'environnement. C'est clair pour cette description? Oui, madame. Voilà. Donc maintenant, pour les lois de l'univers, je vous ai dit, les lois de l'univers, ça veut dire ce qu'il peut faire, mais avec quel degré, avec quelle mesure. C'est-à-dire qu'il ne va pas agir comme ça. C'est-à-dire, je lis comment, j'écris comment. C'est avec des mesures, avec des contrôles qu'on peut faire. Alors ici, ça c'est un exemple de loi de l'univers. Supposons que nous avons ici un robinet. Voilà, je reviens. Ça, c'est des lois de l'univers. C'est-à-dire, nous avons un univers constitué d'un robinet avec une réserve d'eau et d'un verre. Ça, c'est l'univers. Ça, c'est l'univers. C'est-à-dire le monde dans lequel, l'environnement dans lequel on évolue notre. Et maintenant, les lois de l'univers, c'est que quand on ouvre le robinet, quand le robinet s'ouvre, supposons qu'on est en train de faire des choses automatiques. Hein. Alors, ça va être le temps et le débit. C'est-à-dire, si avec un certain débit, je ne sais pas, 1 litre par seconde, 1 litre par. Non, 1 litre par minute, je ne sais pas, par exemple. C'est-à-dire, il y aura l'écoulement d'1 litre d'eau ou de liquide, peu importe, en 1 minute. Cette mesure-là, c'est une loi de l'univers. C'est une loi c'est-à-dire qu'il ne va pas, par exemple, supposons que nous avons une usine, c'est un liquide qui permet de faire fonctionner quelque chose au niveau de l'usine. Il ne faut pas que ça soit un débit comme ça anarchique. Mais il faut que ça soit un débit avec il faut que ça soit calculé pour qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement. Donc ici, les lois de l'univers, toutes les mesures qu'on utilise pour faire bien fonctionner le système. Voilà. Par exemple, ici, l'exemple de le débit, c'est-à-dire le volume d'eau écoulé pendant un certain temps. Il faut que ça soit avec cette mesure-là.
C'est-à-dire, si je dis que je dois avoir 1 litre qui est écoulé en 1 minute, il ne faut pas que ça soit 1 litre en 1 seconde, il ne faut pas que ce soit 1 litre dans 1 heure, c'est-à-dire avec des gouttes. C'est clair pour cette histoire de loi de l'univers? C'est-à-dire toutes les mesures qu'on utilise pour faire contrôler notre système. Et la même chose dans un système multi-agent. C'est-à-dire si j'ai un système multi-agent chaque agent il fait une certaine tâche, il la fait avec une certaine mesure. C'est-à-dire je fais mes lois pour que ça fonctionne bien. C'est clair? Ok. Euh, Maintenant pour les caractéristiques d'un système multi-agent. Donc nous avons une collection d'agents. Et soit, nous avons dit, soit nous avons un but global, c'est-à-dire l'ensemble des agents fonctionnent, chacun fait sa tâche, etc. Et ils font des interactions, c'est-à-dire ils coordonnent ou bien ils coopèrent, etc. Ou bien l'essentiel, c'est que le but, il peut être un but global, c'est-à-dire tous les agents font des sous-tâches, mais l'objectif, c'est d'avoir un but global. Ça fonctionne très bien, etc. Donc, un but global, ou bien des sous-buts. Un ensemble de buts, pas forcément sous-buts, mais un ensemble de buts, c'est-à-dire l'agent, le système multi-agent, on le lance en fonctionnement, après, on doit avoir comme résultat, premier résultat, deuxième résultat, il fait un certain nombre de buts. Donc, chaque agent a des informations et des capacités de résolution de problèmes limitées. Donc, on ne peut pas avoir un agent qui peut faire tout. Parce que s'il peut faire tout, donc on n'a pas à faire un système multi-agent. Dans ce cas-là, on crée un seul agent, il fait tout. Mais ici, le fait de recourir au système multi-agent, ça veut dire que chaque agent, c'est comme quand on développe une application, surtout si c'est une application complexe, on pense directement avoir un système modulaire. Hein. C'est-à-dire, on pense directement que voilà, je vais faire. On ne va pas penser à faire un programme séquentiel du début jusqu'à la fin, un seul module avec instruction de une, instruction de. Non. Déjà, on pense déjà procédure, fonction, et par la suite, on pense module. C'est-à-dire, j'ai le module premier qui permet de faire certains calculs. Un autre module, c'est pour les interfaces. Un autre module, c'est pour l'apprentissage. Un autre module, c'est pour faire ça. Donc, déjà, quand je développe une application sans l'histoire des systèmes multi-agents, je pense module. Je pense composant du système. Je ne pense pas tout en vrac. C'est clair? Donc, ici, nous avons chaque agent, il a une vue partielle. Il a une vue partielle. Soit il voit tout l'environnement, mais il fait certaines tâches. Il n'est pas spécialisé dans tout, parce que sinon, ça devient un seul agent. Soit c'est une vue partielle, il ne voit pas que le tout. Il voit, par exemple, son voisinage. Par exemple, cet agent-là, il ne peut voir que celui-là. C'est-à-dire, il ne peut interagir qu'avec celui-là. Cet agent-là, par exemple, il ne peut agir qu'avec celui-là. Celui-là, il peut agir avec celui-là, 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 et ainsi de suite. Donc, tout dépend comment je fais mon système. Et tout dépend du problème que je suis en train de résoudre. C'est ceci qui va me pousser à faire, voilà, je vais prendre un agent qui va faire ce calcul, mais cet agent n'a pas besoin de communiquer avec l'ensemble. Il doit communiquer avec un seul agent, et cet agent, le deuxième, et ils peuvent dispatcher, ils peuvent envoyer, diffuser l'information, etc., etc. Donc, c'est des choix qu'on fait, mais l'essentiel, c'est que chaque agent, c'est limité, bien sûr. Parce que si ce n'était pas limité, on aurait fait un agent qui fait tout. Bien sûr, dans les systèmes multi-agents, il n'y a aucun contrôle global. Mais des fois, on fait une architecture centralisée. Hein. Ça ne veut pas dire veut pas dire que quand on dit aucun contrôle global, ça veut dire que tout ce qui est centralisé est écarté. Non, on peut faire un système centralisé dans le sens, par exemple, je prends mon agent qui fait un certain traitement, et après, il décide de diviser, par exemple, il a une fonction à réaliser, par exemple. Donc, sa fonction, sa tâche à lui, cette fonction, il la divise en tâches. C'est ça sa fonction. Il la divise en tâches. Après, il envoie la première tâche au premier agent. La deuxième tâche, il va la envoyer au deuxième agent. La troisième tâche au troisième, et ainsi de suite. Donc, finalement, en quelque sorte, c'est une architecture centralisée, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que c'est cet agent-là qui va coordonner le travail des autres.
déclencher le travail des autres. Donc ici, c'est une architecture, mais ce n'est pas un contrôle global, dans le sens global, ça veut dire que les autres ne peuvent pas. Non, une fois qu'il reçoit la tâche, celui-là travaille normalement, sa tâche, indépendamment de celui-là, indépendamment. Une fois qu'il termine, on voit le résultat. Un point, c'est tout. Voilà. Mais ça peut être une architecture centralisée. Mais généralement, quand on utilise les systèmes multi-agents, c'est qu'il n'y a pas un agent qui contrôle le tout à 100%. Ça peut être sur certains aspects, il y a une certaine centralisation, on a besoin de ça pour coordonner, etc., pour synchroniser, mais si on pense au système multi-agent, il n'y a pas forcément cette idée qu'il y a un composant qui contrôle le tout globalement et complètement. Bien sûr, les données, on voit bien que c'est des données qui sont décentralisées ici. Donc, les données ici, les données qu'utilise celui-là ce n'est pas la même chose que les données qui sont ici. Ce n'est pas parce que chaque agent, il a sa base de connaissances, il a ses sources. C'est possible qu'il accède à des bases de données, par exemple, ses sources, c'est-à-dire qu'il accède à des bases de données pour faire son traitement. Il va faire quelque chose ici. Et pour faire ce quelque chose, il a besoin de cette base, il a besoin de cette base. Alors que le deuxième agent, il a une autre tâche à faire, et cette tâche n'a rien à voir avec ces bases-là. C'est une autre base. C'est une autre base, donc il accède à une autre base. Voilà. Donc il a ses sources d'informations et de données. Donc finalement, les données sont décentralisées. Et aussi, c'est asynchrone. Bon, on peut faire de la synchronisation quand la tâche nécessite une certaine synchronisation. Par exemple, ici, celui-là, il ne peut donner le résultat à un autre agent, par exemple, un autre agent interface, par exemple, que s'il obtient le résultat de tous les agents. Donc, il y a quelque chose de synchronisé. Mais ici, pour cet agent-là, il n'est pas forcément synchronisé avec celui-là. Par exemple, celui-là, il fait son traitement, normalement, il accède à ses sources, il fait des calculs, et une fois qu'il termine, on voit le résultat. Rien à voir avec celui-là, par exemple. Il n'y a pas de synchronisation de celui-là avec celui-là. Il fait son traitement, il envoie le résultat. Maintenant, celui-là, il peut faire une certaine synchronisation. Donc, globalement, c'est un calcul asynchrone parce qu'il n'y a pas une synchronisation dans toutes les tâches de tous les agents. C'est clair? C'est clair pour ces caractéristiques? Voilà. On avance. Bien sûr, vous me dites quand c'est l'heure, parce que je n'ai pas devant moi l'heure, donc vous me dites. Hein. Alors, pour conception des SMA, bien sûr, si je veux j'ai un problème, et je veux résoudre ce problème. J'ai décidé d'utiliser les systèmes multi-agents pour résoudre ce problème. Alors, bon, des fois, il y a des problèmes qu'on résout en utilisant les systèmes multi-agents sans le dire. Hein. C'est-à-dire, il a fait un système qui est multi-agent, mais sans dire que voilà, nous avons développé un système multi-agent. Donc, quand je veux développer un système multi-agent pour résoudre ce problème, je dois penser à l'ensemble des agents, concevoir mes agents. C'est-à-dire, j'ai un système, par exemple, qui fait fonctionnel, distribution fonctionnelle. Par exemple, l'un qui fait la facturation, l'un qui fait les achats-ventes, tout ce qui est opération achat-vente. Par la suite, il y a aussi la facturation, parce que c'est lié. Si je fais des ventes, automatiquement, je fais la facture pour les clients. Et si je fais des achats, je reçois des factures du fournisseur. Donc, il y a ces opérations-là. Aussi, si je fais des achats, automatiquement, il y aura quelque chose qui va se répercuter dans la comptabilité parce que je vais utiliser le budget pour les achats, etc. La vente, la même chose, ça va toucher la comptabilité. C'est des rentrées d'argent. Il y a de l'argent qui rentre. Donc, automatiquement, il y a la comptabilité. Donc, pour chaque partie, c'est-à-dire si je pense à réaliser un système multi-agent, donc je vais dire que mon système, il va par exemple, il va se charger du commercial, et quand on dit commercial, ça veut dire achat-vente, il va se charger de la facturation, en quelque sorte, elle fait partie facturation du commercial, mais on va séparer, c'est-à-dire tout ce qui est facturation, tout ce qui est achat-vente, et tout ce qui est comptabilité. Voilà.
Et tout ce qui est livraison par la suite. Livraison, c'est-à-dire si le produit a été livré, parce que c'est possible qu'on vend un produit, on vend un produit, mais il n'a pas encore été livré. Il existe toujours dans le magasin, mais il est vendu. C'est-à-dire qu'il est vendu parce qu'on a fait la facture, mais il n'a pas encore été livré. Supposons que le client il est distant, il est loin, donc il va acheter, il va payer, etc. Mais c'est-à-dire qu'il va leur dire que voilà, je vais revenir une semaine pour prendre mes produits. Voilà. Donc, c'est possible que le produit n'est pas encore livré. Donc, il faudrait qu'il y ait une synchronisation avec même le service livraison, livraison du produit. Et pour livrer, bien sûr, on doit avoir une copie de la facturation, etc. Donc, il faut qu'il y ait une synchronisation. Donc, chaque service, euh, on va prendre son agent. Et quand on dit prendre son agent, on va concevoir son agent, ça veut dire que je vais écrire un programme qui va se charger de la facturation, aussi un autre programme qui va se charger de la comptabilité, un autre programme qui va se charger de la livraison, un autre pour les commandes fournisseurs, de tout ce qui est achat, des commandes et ainsi de suite. Donc, je vais réfléchir à la conception de mes agents. Chaque agent, comment il va être conçu, quels sont les traitements qu'il peut faire, quelles sont les données qu'il peut utiliser, quelles sont ses interfaces, quels sont ses retours, etc. Une fois que j'ai pensé à tout ceci, maintenant, comment je vais synchroniser tout ceci? Comment je vais synchroniser? Quel est l'agent qui va commencer le travail? Il va envoyer vers quel agent le résultat? Et ainsi de suite. Donc finalement, je pense, première étape, à l'agent, la conception de mes agents. Chaque agent, qu'est-ce qu'il va faire? Chaque agent, qu'est-ce qu'il va faire? Et après, je vais concevoir la société d'agents, c'est-à-dire les interactions entre les agents. Comment ils vont travailler ensemble? C'est ça la société d'agents. Donc, comment ils vont travailler en société? Est-ce que c'est des agents qui vont coopérer? Dans ce cas-là, je vais faire des process de coopération, des interactions de coopération. Et s'ils vont faire de la compétition, ça va être autre chose. Ça va être la compétition dans le sens soit. Parce que quand on parle de compétition, généralement, on parle aussi de négociation. Quand il y a une compétition, ça veut dire qu'il y a quelque part une négociation. Mufawadat, c'est-à-dire parce que c'est tout le monde, c'est comme pour quand on veut vendre un produit, il y a plusieurs acheteurs. Voilà. Donc, il y aura des négociations entre le vendeur et l'ensemble des acheteurs. C'est des négociations. Il y a une compétition entre les différents acheteurs. Quel est le premier qui veut acheter, mais avec un moindre prix. Donc, il y a un processus de négociation pour pour que l'un des agents achète. Donc ça, c'est un contexte de compétition. L'essentiel, c'est que quand je veux concevoir mes agents, un système multi-agent, je dois penser sur deux niveaux. Je dois réfléchir à deux niveaux. Le niveau comment dire, microscopique et macroscopique. Microscopique, ça va être au niveau agent. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Qu'est-ce qu'il utilise comme ressource? Par exemple, cet agent-là, voilà. Par exemple, cet agent-là, il va faire un traitement, il aura besoin de cette base, il aura besoin de cette base. Cet agent-là, il aura soit mettre à jour. Hein. C'est-à-dire, c'est possible qu'il lit à partir de cette base quelque chose et il met à jour cette base. Il la met à jour. Voilà. La même chose pour l'ensemble des agents. Donc, je vais réfléchir niveau microscopique, c'est-à-dire mon agent, qu'est-ce qu'il fait et à quoi il accède comme information, etc. Qu'est-ce qu'il est en train et qu'est-ce que ça va être son retour aussi, la sortie. Elle va être envoyée ici, ou bien pour l'ensemble, ainsi de suite. Et une fois que j'ai réfléchi à mes agents, chacun, comment je vais coordonner l'ensemble, avoir une vue macroscopique, c'est-à-dire comment l'ensemble va fonctionner. Donc, je vais prendre mon agent, il va faire un certain traitement, il va envoyer le résultat, bien sûr en utilisant ces bases-là, et il va envoyer le résultat vers celui-là, il va accéder à cette base, et il va mettre à jour cette base, et il va lire de cette base, et une fois que ceci va être fait, il va envoyer les résultats à ces deux agents, et ainsi de suite. Donc, quand je conçois mon système multi-agent, je conçois les agents, et par la suite, je vais aller voir le niveau global, comment se font les interactions entre ces agents. Est-ce que c'est clair pour ça? Voilà. On avance. Alors,
on vient aux communications. Et je vous ai dit que la communication entre les agents, elle peut être directe, celle-là. Elle peut être indirecte. Et on peut avoir un système sans communication. Sans communication du tout, ni direct. Quand je dis communication, sans communication, ben, ça veut dire qu'il y a de l'interaction, hein, attention. Hein. C'est-à-dire ici, ça, c'est l'interaction. C'est l'interaction entre les agents. Interaction. Alors, c'est des interactions avec communication, des interactions entre agents avec communication et des interactions sans communication. Aucune. Il n'y a pas de communication entre les agents. Donc, maintenant, avec communication, nous avons communication directe, communication indirecte. Alors, communication directe, c'est des envois de messages. C'est-à-dire que nous avons notre agent ici, et nous avons un autre agent ici. Alors, il va envoyer un message comme ça. Il va envoyer un message, voilà. Celui-là, il le reçoit. Bien sûr, l'agent, bien sûr, nous avons dit que les agents, ils ont des process d'attente. D'attente de chaque agent, il a un process, quelque part, un processus d'attente cyclique, behavior. C'est des process d'attente de messages qui sont en train de s'exécuter tout le temps. Tout le temps. Il est en train d'observer est-ce qu'il y a un message qui est reçu ou non. Donc, soit ça va être une communication directe, donc il envoie un message, l'autre il va le percevoir parce qu'il a un process à l'intérieur, il a un process qui est en train de surveiller, d'attendre des messages. C'est ça la tâche de. C'est-à-dire, nous avons notre agent, et dans notre agent, nous avons des composants. Parmi les composants, c'est le composant d'attente de message. C'est un cyclic behavior qui est en train d'attendre le message. Voilà. Donc, ça peut être une communication directe, comme ça peut être une communication par mémoire partagée. Un tableau noir. C'est quoi ce tableau noir? C'est qu'au lieu d'envoyer les messages directement, il va faire son message ici. Il va faire son message ici. Il le met ici. Il le met dans une mémoire partagée. Et celui-là, il va venir, il va le lire. Bien sûr, ici, celui-là, ce message-là, cet agent-là, il sait que celui-là va mettre le résultat dans ce tableau noir. C'est une mémoire partagée, utilisée par les deux. Il le sait. Voilà. Donc, il va accéder à cette information. Il va aller. Cette mémoire commune, c'est ce qu'on appelle le tableau noir. Alors, quand est-ce qu'on utilise ce type de communication? C'est quand, par exemple, celui-là, il fait un traitement global. Après, il va envoyer à celui-là pour améliorer une certaine solution. Supposons qu'on est en train de faire un problème de recherche dans un espace d'état. Alors celui-là, il fait une recherche dans un espace global et après, pour optimiser une solution locale, il va envoyer la tâche à l'autre agent. Cet agent, il va essayer d'améliorer, il va mettre le résultat. Donc, c'est la solution qui a été envoyée par celui-là. Elle va être optimisée par celui-là et elle va être mise au niveau du tableau noir. Et l'autre, il sait que celui-là va mettre le résultat dans le tableau noir, il va accéder à cette information et continuer son traitement. De recherche dans un espace à partir de cette solution préparée par celui-là, par exemple. Donc, c'est une communication à travers le tableau noir. Voilà. Maintenant, pour la communication indirecte, vraiment indirecte, ici, bien sûr, ici, on voit une certaine indirection, mais ça reste toujours dans le cadre direct. Pourquoi? Parce que celui-là, c'est-à-dire, il sait, il attend cette information. C'est comme s'il y a du direct, hein, parce qu'il attend cette information. Il lui donne, il va dire, voilà, améliore cette solution et mets-moi le résultat dans le tableau noir. C'est comme si il y a une communication directe. C'est pour ça qu'on la met dans le cadre de la communication directe. Maintenant, indirecte, non.
Indirect, c'est quand on a le problème, par exemple, tout ce qui est SMA réactif bio-inspiré. Par exemple, les colonies de fourmis. Les colonies de fourmis, il ne sait pas. Il ne sait pas, c'est un agent vraiment très simple. La fourmi, c'est un agent très simple, un simple réflexe. Donc, c'est à travers des signaux, finalement. Donc, nous avons notre fourmi. Donc, nous avons ici la source de nourriture. Donc, ici, source de nourriture. Et ici, nous avons le nid des fourmis, c'est-à-dire le chez-soi des fourmis. Donc, ça, c'est le nid. Et ici, c'est la source de nourriture. Voilà. Donc, nous avons une petite fourmi ici qui va se déplacer comme ça. Elle se déplace aléatoirement. Hein. Elle se déplace aléatoirement. Elle a trouvé de la nourriture. Qu'est-ce qu'elle fait? Automatiquement, elle met de la phéromone au retour. Elle se déplace comme ça aléatoirement pour aller vers le nid. Comme ça, aléatoirement. Vers le nid. Elle revient. D'autres fourmis viennent aléatoirement aussi. Voilà. Mais puisqu'elles viennent aléatoirement, trouvent la nourriture. Parmi elles, il y a des fourmis qui. Donc, elles trouvent la nourriture. Elles, supposons que nous avons 2 chemins ou 3 chemins ici, elle met de la phéromone et elle revient aléatoirement. Mais à un moment donné, le chemin le plus court, supposons que nous avons ici maximum 4 chemins, par exemple, hein, juste un exemple. Par exemple, 4 chemins possibles, 4 chemins possibles. Ben, les autres endroits, c'est comment dire, il y a des obstacles. Voilà, il y a des obstacles, ils ne peuvent pas passer. Donc, nous avons 4 chemins, donc ici, possibles. Donc, finalement, avec le temps, avec le renforcement, avec le temps, finalement, c'est le chemin le plus court, qui va être emprunté par l'ensemble des fourmis. Pourquoi? Parce que tout simplement, le chemin le plus court, supposons que la fourmi qui s'est déplacée, elle est venue ici, elle revient aléatoirement comme ça, etc. Elle va venir ici, donc elle va se déplacer comme ça et elle revient. Et quand elle revient, elle trouve de la nourriture, la partie la moins, le chemin le plus court, il va contenir plus de phéromones que l'ensemble des autres chemins. Parce que déjà, la phéromone, c'est une substance qui s'évapore. Elle ne va pas rester. C'est une substance qui s'évapore. Donc, le chemin le plus lent, la phéromone va s'évaporer plus rapidement que le chemin le plus court, parce que le chemin le plus court, il va être renforcé par d'autres fourmis. Donc, finalement, c'est une... qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en revenant à la communication, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une communication entre les fourmis, mais sans le savoir. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ici. Il y avait une entente entre ces 2 agents. C'est-à-dire, c'est comme si une entente. C'est-à-dire, l'agent, il va lui dire, voilà, améliore-moi la solution en local, donne-moi une solution plus proche dans le voisinage de cette solution, mais qui soit plus optimale, plus optimisée. Donc, il va la mettre ici. Et l'autre, il sait qu'elle va se retrouver ici, il va aller ici. S'il trouve la solution mise à jour, il va la prendre, etc. Donc, il y a une certaine entente. Alors que ici, non. Quand on travaille avec les colonies de fourmis, tout ce qui est bio-inspiré, pas seulement les fourmis, tout ce qui est bio-inspiré, la fourmi, si on la prend seule, elle ne sait rien. Elle sait 2 choses. Elle sait une chose. Si elle trouve la nourriture, elle va agir. Donc, si elle perçoit nourriture, elle va agir comment? Produire phéromone. Produire la substance phéromone. C'est tout ce qu'elle peut faire. Mais si on prend toutes les fourmis dans leur globalité, finalement, on sort avec une solution très intelligente. On va obtenir le chemin le plus court. Sachant qu'une fourmi prise à part, seule, elle ne sait rien. Elle perçoit la nourriture et elle produit de la phéromone. Et la phéromone, c'est une substance qui s'évapore avec le temps. Donc finalement, les chemins les plus lents vont perdre leurs phéromones et c'est le chemin le plus court qui va avoir le plus de phéromones, qui sera renforcé avec l'ensemble des fourmis et c'est ça qui est la solution à ce problème-là. Donc, c'est une communication qui est comment? Elle est vraiment indirecte. C'est-à-dire, comment? À travers l'environnement. C'est-à-dire, ils mettent
leurs signaux, ici le signal c'est la substance phéromone, dans l'environnement, dans l'espace, voilà. Et avec le temps, on aura un résultat qui est que toutes les fourmis vont prendre ce chemin-là, qui est le chemin le plus court. C'est clair pour cette histoire de communication directe-indirecte? Maintenant, pour la sans communication, mais il y a de l'interaction. Hein. Il y a de l'interaction, c'est-à-dire ici, même si on dit que c'est sans communication, c'est-à-dire il n'y a pas de communication entre les différents agents, mais il y a quand même une interaction. Comment? Elle se base sur l'inférence des actions des autres. Et je vous ai déjà donné l'exemple des investisseurs. Je vous ai dit, supposons qu'on est au niveau de la bourse, un marché financier. Alors, nous avons un ensemble d'investisseurs qui achètent et vendent des actions. Alors, puisque c'est un environnement qui est complètement, fortement compétitif, il y a de la compétition entre l'ensemble des investisseurs, il ne va pas lui dire, voilà, je vais, pour les autres investisseurs, il ne va pas leur dire, voilà, je vais acheter, voilà, je vais vendre. Comme ça, ils vont avoir leur point faible et ils vont savoir qu'est-ce qu'il y aura. Donc, chaque agent investisseur, il ne va rien donner comme information aux autres agents. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne donne pas ses décisions, il ne divulgue pas ses décisions, ses actions, etc. Donc, il décide seul qu'est-ce qu'il fait. Sauf que, pour décider, il va observer l'environnement, l'évolution de l'environnement. Donc, les autres agents ne vont pas lui dire, voilà, je vais acheter telle action, je vais vendre telle action avec tel prix, etc. Rien. Cette information n'est pas divulguée. Je parle des communications entre investisseurs, hein, pas entre l'investisseur et le marché, parce qu'une fois qu'il décide, il va acheter, donc il y aura l'information au niveau du marché, de l'institution marché financier, bourse. Mais je parle entre investisseurs. Alors, aucune communication. Aucune. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'aucune communication, donc il va observer. Il va observer les autres agents. Il va observer. Et il va voir, par exemple. Donc, il va voir que la majorité vendent. La majorité est en train de vendre. C'est-à-dire, après que les autres ont décidé, voilà. Il voit que la majorité, ils sont en train de vendre. Donc, automatiquement, il va faire sa petite analyse, voilà. Il va dire que, voilà, la majorité qui sont en train de vendre, ça veut dire que le prix, finalement, il va. Le prix des actions, il va. Si la majorité sont en train de vendre, le prix, il va être comment? Non, je parle du prix. Est-ce qu'il va augmenter? Il va baisser? Voilà. Donc, il aurait une idée. Donc, est-ce qu'il y a eu communication avec les autres investisseurs? Non. Mais il a observé leur comportement. Comment ils ont agi. Donc, il voit les actions des autres. Il n'a pas communiqué avec les investisseurs pour lui donner leur intention. Mais il a vu les actions des autres et à partir des actions des autres, il a essayé d'analyser. Il a certaines connaissances. Il dit que si la majorité vend, ça veut dire que le prix va baisser. Si la majorité achète, ça veut dire que le prix augmente, etc. Donc, il a quelques règles du marché. Quelques règles du marché. Donc, il observe. Finalement, qu'est-ce qu'il fait? Alors ici, on peut utiliser par exemple si on veut par exemple simuler un marché financier, on veut avoir des agents, que chaque agent représente un investisseur, donc on peut utiliser par exemple, si on veut modéliser ceci en utilisant un système multi-agent, donc on peut utiliser la théorie des jeux. La théorie des jeux est très utilisée dans tout ce qui est problème économique. Problème économique, même problème politique, etc. On utilise la théorie des jeux, très utilisée. Donc, on peut utiliser cette théorie pour, voilà, je dis que voilà, si je fais telle action, alors je vais gagner tant, et les autres, dans leur globalité, vont gagner ou perdre tant, etc. Donc, je peux faire ceci et reposer tout mon raisonnement et par la suite toutes mes décisions sur ce raisonnement, sur la théorie des jeux. Par exemple. Et donc ça, est-ce que il y a eu communication? Non. Bon, la communication, elle a été faite avec le marché, mais entre investisseurs, entre agents, non. Donc, il n'y a pas de communication. C'est de l'inférence qu'on fait. C'est un raisonnement qu'on fait en observant l'environnement et les autres agents. Et la même chose pour les agents apprenants, même pour les agents apprenants.
C'est-à-dire un agent apprenant, bon, pas tous les agents apprenants, hein, c'est-à-dire je peux avoir un agent apprenant, mais qui communique, hein. Mais je parle dans le cadre de, par exemple, si je j'ai pas la possibilité de communiquer, dans un problème où je n'ai pas la possibilité de communiquer et je veux optimiser mes actions. Alors je peux me observer aussi, je peux observer mes expérimentations passées, etc., ou même les expérimentations des autres, collecter des données, collecter des données. euh, Donc c'est un historique que je garde. Et par la suite, je peux lancer un process d'apprentissage pour me donner les décisions qu'il faut. Donc, je peux me baser sur ce qui est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. Et donc, ça, est-ce que c'est de la communication? Non, ce n'est pas de la communication. Donc, j'exploite les expérimentations passées, les expériences passées, que ce soit mes expériences ou bien les expériences des autres, parce que je vois par la suite leur action, je vois leur comportement. Donc, je peux garder ceci et le stocker ceci sous forme de données, de datasets, etc., et lancer un processus d'apprentissage sur ça pour créer mon modèle et par la suite agir selon le modèle appris. Est-ce que c'est clair pour ça? Voilà. On avance. Alors, on avait parlé déjà du tableau noir. Pour la communication, nous avons dit que c'est une communication à travers une mémoire partagée. Donc, c'est une mémoire partagée par l'ensemble. Non, voilà. C'est une mémoire partagée. Donc, le tableau noir, il est ici. Mais bien sûr, si on parle de tableau noir, bien sûr, il ne faut pas, parce que sinon, on aura un problème. Si on a un ensemble d'agents qui vont écrire leurs données sur un tableau noir, qui est une mémoire partagée, et par la suite, les autres vont lire à partir de ce tableau noir, c'est possible qu'on aura un problème. C'est lequel? Si on travaille avec la structure tableau noir. Quel est le problème qu'on aura? Oui, 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 c'est-à-dire qu'il y aura un problème de synchronisation finalement. Un problème de synchronisation, de contrôle, de contrôle. Il y aura un problème parce que cet agent, bon, il a fait un traitement, il dépose un résultat intermédiaire, par exemple dans le tableau noir. Un autre agent, il va faire un autre traitement, il va déposer le résultat intermédiaire ici. Après, celui-là, il va lire, il va faire un traitement et il attend le résultat de celui-là, il va lire dans le tableau noir. Donc, au lieu de lire le résultat de celui-là, du premier, il va lire le résultat du deuxième. Par exemple, hein, c'est juste un petit exemple. Donc, quand on utilise une structure tableau noir comme mémoire partagée entre un certain nombre d'agents, automatiquement, on doit faire un process, on doit écrire un bout de code pour contrôler tout ceci, hein. C'est-à-dire soit un process de synchronisation, quand est-ce que celui-là, il lit l'information et quel type d'information il a le droit de lire, etc. Donc, il faut qu'il y ait ce composant au niveau de la structure tableau noir. Le composant de contrôle. Il contrôle l'ensemble des échanges entre les agents. Chaque agent, qu'est-ce qu'il a le droit de lire, qu'est-ce qu'il a le droit pas de lire et à quel moment il doit lire, à quel moment il ne doit pas lire, à quel moment il doit écrire, etc., etc. Donc, on doit avoir quelque chose un composant de contrôle qui doit contrôler tout ceci. Alors, l'avantage, bien sûr, cette structure de communication, elle a ses avantages et elle a ses inconvénients. Bien sûr, les inconvénients, on vient de dire ceci. Ça, c'est un inconvénient. Donc, si on n'aura pas ceci, si on n'aura pas ce composant de contrôle, c'est possible qu'on aura un problème. Chaque agent, il va mettre dans le tableau noir, l'autre, il va lire l'information. Ce n'est pas l'information à laquelle il s'attendait, par exemple. Donc, c'est possible aussi qu'il y ait un problème de contrainte de vocabulaire. Donc, il faut qu'il y ait un langage commun entre ces agents, parce qu'un agent, il va lire une information. Comment va-t-il stocker cette information? Avec quel vocabulaire? Est-ce que c'est un message texte? Est-ce que c'est quoi? Et l'autre, il doit avoir la capacité d'analyser, de lire et de comprendre ce qui a été écrit.
Donc, il faut qu'il y ait ceci, donc on doit le préparer. C'est un inconvénient parce que chaque agent l'a conçu avec une certaine manière, il fait tel traitement, après le résultat. Et par exemple, le résultat, c'était de type texte, par exemple. Donc, il va ramener quelque chose, il va de type texte, et après l'autre, il doit tirer de l'information de ce texte pour avoir une autre info. Donc, il faudrait qu'il y ait, c'est-à-dire, ce n'est pas évident, je veux dire. Quand on travaille avec le tableau noir, il faudrait préparer tout ce qu'il faut pour que l'échange, la communication soit faite convenablement. Donc, mais l'avantage, c'est que peu de perte d'informations. Il n'y a pas de perte d'informations parce que je mets dans le tableau noir, et quand je dis tableau noir, ça veut dire que c'est une mémoire, hein. C'est une écriture. Ce n'est pas un envoi de message. Hein. Alors que si c'est un envoi de message, possible que le message soit perdu. Oui ou non? Parce qu'envoi de message, ça veut dire envoyer ce message à travers la structure réseau. Le réseau. Et quand on dit réseau, ça veut dire que c'est possible un problème de bande passante, un problème c'est possible, saturation de la bande passante et le message ne passe pas. Par exemple. Donc, s'il y a des envois de messages, c'est une structure qu'on va utiliser, c'est une technique qu'on va utiliser. Et si c'est tableau noir, c'est de la mémoire partagée. Donc, c'est une écriture, lecture dans la mémoire. C'est clair? Voilà. Bon, puisque c'est une mémoire, l'accès, il est rapide, c'est sûr. Ce n'est pas comme quand on envoie un message. Envoyer un message, ça veut dire que c'est un réseau derrière. Hein. On utilise la structure du réseau. Réseau ou bien la bande passante au niveau de l'ordinateur lui-même. Hein. La correction des erreurs, elle est très rapide. Pourquoi? Parce que tout simplement, on utilise une mémoire. Donc, l'accès à la mémoire est beaucoup, beaucoup plus rapide que l'envoi de messages. Ça, c'est sûr. Elle est adaptée si le nombre de messages est important. D'après vous, pourquoi? Elle est adaptée quand le nombre de messages est important, c'est-à-dire est grand. C'est-à-dire, si on opte pour un système multi-agent comme ça, donc nous avons notre agent ici, un autre agent ici, notre agent ici, un autre agent ici, par exemple, et on veut faire de la communication directe, c'est-à-dire par message, je veux dire. Alors, si c'est par message, donc il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Voilà, regardez. Voilà. Supposons que le nombre de messages est important. Et que le nombre d'agents aussi est important. Hein. C'est-à-dire, soit le nombre d'agents est important, soit le nombre de messages est important, très grand, soit les deux. Soit les deux. Mais l'essentiel, ça va donner un nombre de messages grand. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est intéressant d'utiliser cette architecture? Eh bien, non. Celle-là, elle est meilleure. Elle est meilleure. Parce que nous avons dit que s'il y a beaucoup de messages qui sont envoyés par chacun des agents, automatiquement, occuper la bande passante, saturation de la bande passante, et donc possible la perte de messages. La perte de messages, et on aura un système très lourd. Très lourd. Écoute, alors que si c'est des écritures au niveau d'une mémoire partagée, ça devient rapide. Parce que c'est des écritures. L'opération d'écriture elle-même, elle est rapide. L'opération de lecture, elle est rapide. Elle est très rapide. C'est comme quand on travaille, par exemple, disque dur et RAM. Ce n'est pas la même chose. La RAM, c'est très rapide par rapport à la lecture au niveau du disque. Vous êtes d'accord? Voilà. Donc, il y a des avantages et des inconvénients pour chaque architecture. Maintenant, pour le choix, c'est comme pour n'importe quel problème. C'est-à-dire, j'ai un problème à résoudre et j'ai différentes techniques et différentes architectures, etc. Je vais, euh, je vais faire des priorités. C'est-à-dire que mon système doit être, par exemple, si mon système doit être rapide dans son traitement, déjà, c'est un aspect qui va avantager le tableau noir. C'est un système qui contient beaucoup d'envois de messages, beaucoup, beaucoup d'envois de. C'est possible qu'il y aura un problème de saturation de voix. Donc, je vais penser au tableau noir. Maintenant, si c'est différent, si c'est le contraire, je vais penser à un système par envoi de messages. Pourquoi allouer tout un espace mémoire pour les échanges, alors que je peux envoyer un message ici, un message ici, et le problème est résolu?
Par exemple, hein. C'est-à-dire, finalement, je dois savoir quel est le problème que je suis en train de résoudre et quelles sont les priorités dans ce problème. Par la suite, je décide quelle est l'architecture que je vais utiliser, selon le problème. Donc, ce n'est pas tel problème, il est adapté pour telle architecture et telle. Non, c'est le problème que je veux résoudre. Quels sont les. Bon, je vais voir les caractéristiques de ce problème et par la suite, je vais faire des priorités. Je veux dire, je donne la priorité à la vitesse, à la rapidité du traitement. Donc, je mets ce point. Je donne la priorité qu'il n'y ait pas de risque de perte de données. J'ajoute ce point et ainsi de suite. Et après, je décide quelle est l'architecture que je vais choisir. C'est clair? Voilà. Et ici aussi, ce point-là dépend du domaine d'application. Oui. Pourquoi? Parce que je développe mon système tableau noir et je dis quelle est l'information qui va être écrite sur le tableau noir et je dis que l'autre agent, qu'est-ce qu'il peut lire de ce tableau noir et quel type d'information. Donc finalement, quand je développe ce système, c'est vraiment lié au domaine d'application. C'est-à-dire si je change un petit peu le domaine d'application, cette architecture on ne peut pas l'exploiter. Vous êtes d'accord? Voilà. Maintenant, si on travaille avec les envois de messages, ça change un petit peu. On peut adapter un peu. Voilà. Donc, nous avons dit que nous avons besoin d'un dispositif de contrôle qui gère les conflits d'accès. Voilà, c'est celui-là. Qui gère les conflits d'accès aux sources. Parce que c'est possible qu'il y ait des problèmes de conflit, des problèmes de synchronisation, de coopération. Il faudrait contrôler tout ceci pour pouvoir développer un système avec ce type d'architecture qu'on appelle tableau noir ou bien blackboard. Voilà. L'autre type de communication, c'est par envoi de messages. Voilà. Donc ici, nous avons... Oui? Ok. Alors, on va s'arrêter. On va s'arrêter à ce niveau. On va continuer. J'espère qu'on pourra continuer la prochaine séance secours, système multi-agent, et on aborde la série SMA. Et je vais vous envoyer, rappelez-moi, au cas où j'oublie, rappelez-moi de vous envoyer les slides de la planification, TD et cours. Oui, 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 voilà. Donc, rappelez-moi pour vous envoyer les slides, parce que des fois, j'oublie. Alors, rappelez-moi pour ceci et on continue la prochaine séance. J'espère qu'on pourra terminer le cours et commencer la série TD. C'est bon? D'accord. Oh. Oui? Non, j'ai juste dit d'accord. Ah, ok, ok. Au revoir alors. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.